Bernard Monod, est-ce que vous m'entendez? La Bonjour, monsieur matinale Vidal. top 5. Oui, pardon. Vous m'entendez, Bernard? Oui. Oui, très bien. Bon, formidable, formidable. Comment allez-vous? Parfait. En pleine Bon, mais forme. très bien. Alors, je vous présente, économiste politique, essayiste, ancien eurodéputé de 2014 à 2019. Et là, c'est important de le dire, puisque ça va donner du piment à notre discussion, cher Bernard Monod, et vice-président du Cercle national des économistes. Je voudrais qu'on commence, Bernard, avec l'allocution d'Emmanuel Macron. Alors, si vous êtes assis, mais que vous êtes debout et que vous savez que vous allez vous lever à la fin de l'émission, est-ce que ça fait de vous quelqu'un qui va en guerre? C'est une question qu'Emmanuel Macron semble poser dans la confusion la plus totale. Oui, oh bah, il fait toujours son cinéma, comme d'habitude. C'est rocambolesque. Non, moi, écoutez, ce matin, par rapport à son allocution, enfin son interview, je suis assez rassuré. Il n'a pas fait d'annonce délirante comme je craignais. En fait, c'est une opération de manipulation de l'opinion publique française et européenne, et puis en pleine campagne présidentielle en Russie. Donc voilà, ça fait partie de la communication habituelle de M. Macron. En fait, je pense qu'il essaye de sauver la face par rapport à l'échec retentissant, malgré tous les efforts financiers, militaires, les soutiens en Ukraine, avec la défaite, effectivement, qui n'est pas encore éclatante, mais qui est déjà le cas sur le terrain. Donc, en fait, il essaye de sauver la face de l'OTAN, de l'Union européenne, qui ont joué un rôle très important. Et voilà, bon. Macron, c'est un peu le Don Quichotte, il est en guerre toujours contre tout. Il a été en guerre contre le Covid, en guerre pour le climat, en guerre contre la Russie. En fait, il essaye de se donner de l'importance qu'il n'a pas. Il combat les moulins à vent. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il continue à avoir cette rhétorique quand même, qui me semble quand même assez bancale, en disant que tout ce qui ne va pas en France, c'est à cause de Vladimir Poutine. C'est quand même assez formidable, cette idée de dire finalement les hôpitaux, ça ne va pas, l'économie a été détruite, c'est Poutine, l'énergie, on la paye trop cher, c'est Poutine. Il se moque un peu du monde, Emmanuel Macron. D'ailleurs, j'aurais aimé que dans cette interview Serre-Pierre, on y pose vraiment les bonnes questions, mais bon, on n'attendait pas moins de cette interview. Oui, en fait, tous les maux de la France, c'est-à-dire la récession, tous les problèmes sociaux, etc., sont à cause de Vladimir Poutine depuis février 2022. Avant, la France était un paradis sous sa présidence. Alors qu'en réalité, il est président depuis 10 ans. Depuis qu'il est à la tête de la France connaît tous les malheurs dans tous les domaines. Et en réalité, il passe son temps à inverser les accusations. Effectivement, la guerre en Ukraine, je le précise encore pour tous ceux qui en douteraient, a commencé après le coup d'État de Maïdan en 2014. Il y avait même eu des accords de Minsk signés en 2014 et 2015 qui n'ont jamais été respectés, alors qu'hier soir, il a dit le contraire, donc c'est un mensonge. Et même Hollande l'a reconnu que les accords de Minsk, dont la France et le Royaume-Uni étaient garants, eh bien, n'ont pas été respectés. C'est Hollande lui-même qui le dit, qui en était responsable. Donc, ça veut dire qu'il passe son temps, en fonction des situations, à raconter l'inverse de la réalité. Et donc, il ment en permanence. C'est une manipulation de l'opinion publique française, tout comme le non-respect des accords de Minsk, donc j'en ai parlé, et puis également, la guerre a commencé en 2014, en réalité. Et après le coup de la guerre en Ukraine, qui a commencé donc après le coup d'État fomenté, il faut le préciser, par l'Union européenne, par l'OTAN derrière, par les États-Unis avec la responsable du secrétaire général des Affaires étrangères, Madame Nolan. Tout ça a été fomenté par l'Occident pour justement mettre une pression sur la Russie. Donc c'est un mensonge permanent, Monsieur Macron, et sur ça et sur bien d'autres sujets. Alors, effectivement, oui, c'est toujours. Et en plus, bon, dernière question, et après, je veux qu'on parle des européennes avec vous, Bernard Monod, parce que c'est vraiment extrêmement intéressant. Il y a quand même Le Monde qui a révélé, je l'ai dit tout à l'heure dans mon édito d'introduction, Macron nous aurait dit, c'est Le Monde qui l'a dit, de toute façon, dans l'année qui vient, je vais devoir envoyer des mecs à Odessa. Il aurait dit ça en privé en février. Enfin,
Vraiment, véritablement, on n'a pas, on n'a rien. Dire, on est complètement tout nu au niveau de notre armée, complètement. On ne pourrait pas tenir un front de 80 km plus de 3 jours. Et lui pense vraiment, il n'est pas capable de renvoyer, je le dis, 3 OQTF de l'autre côté de la Méditerranée, mais il va aller faire la guerre au Odessa, lui. Oui, c'est un apprenti sorcier. Il est l'agent quelque part des Américains. Déjà, des entreprises comme BlackRock. BlackRock et puis Vanguard. Il représente en fait toutes les multinationales étrangères. Il roule pour les États-Unis et l'OTAN. Il roule pour Bruxelles, mais il roule jamais pour la France. C'est ça le problème. Et surtout, encore une fois, il ment aux Français. Entre parenthèses, il prend l'exemple il y aurait eu des attaques, des cyberattaques de la part de la Russie. Encore faut-il les qualifier, le prouver et identifier l'origine, si toutefois c'est vrai. Et puis, à ce moment-là, la seule riposte qu'il doit faire, elle doit être équivalente, symétrique, c'est de répliquer contre la Russie, faire elle-même, la France fasse des cyberattaques également. Or, il n'en est rien. En fait, c'est toujours un espèce de blogi-bouga, de problèmes qui soulève, qui n'existe pas. En fait, voilà, il invente des risques imaginaires pour essayer de se donner de l'importance et montrer qu'il est très important et qu'il veut jouer le chef de file, ce qui déplaît d'ailleurs à tous ses partenaires, comme ça a été constaté, notamment le chancelier Scholz, qui est extrêmement courroucé par cette situation qu'il a soulevée. Voilà, c'est toujours pareil. C'est du vent. Il se bat contre des moulins à vent, monsieur. Le problème, c'est qu'il nous amène avec lui, hein, Bernard. Le problème, c'est que monsieur nous amène avec lui. C'est ça le problème avec Macron. Ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir, depuis déjà à l'époque où il était secrétaire d'État. Même quand il était ministre de l'économie, je rappelle quand même c'est lui qui a signé l'accord de vente d'Alstom. Donc, il sait faire du mal à la France et avec lui, la France n'a pas besoin d'avoir d'ennemis. Hein. Il y a eu McKinsey Gate, il y a eu Ubergate, il y a eu Alstom, il y a eu beaucoup d'affaires. Mais on va parler. Deuxième dossier ce matin, Bernard Monod. C'est pour ça que je vous ai appelé hier. Et je voulais qu'on parle des européennes. Vous savez, c'est cette élection-là qui va se passer le 9 juin. Les débats entre candidats ont été organisés chez nos confrères de LCP. Je n'ai rien contre LCP, je regarde souvent cette chaîne. Mais pendant que Manu Choupinet faisait sa petite allocution, on aurait aimé quand même que le débat se tienne quand même sur 1 heure de grande écoute, de manière à pouvoir avoir les propositions des uns et des autres. Alors vous, Bernard Monod, vous êtes ancien député européen 2014-2019, donc vous parlez, on sait d'où vous parlez. Aujourd'hui, vous, votre regard sur ces européennes, ça y est, comme le dit Jordan Bardella, c'est la prochaine motion de censure contre Macron. C'est ça l'enjeu aujourd'hui au plan national. Est-ce qu'il faut aller voter pour faire basculer peut-être la Macronie ? Oui, ça peut être effectivement pris comme un référendum contre la guerre et contre surtout l'Union européenne fédérale qui est en train de se construire. Ça, les Français ne le savent pas. Non, moi je dis il faut s'abstenir. Pourquoi ? Parce que la première chose, techniquement, l'Union européenne, c'est une mascarade pseudo-démocratique. Je le disais déjà à la fin de mon mandat en 2019, en juin 2019. Le Parlement européen et les députés, les eurodéputés, qu'ils soient de la majorité ou qu'ils soient dans l'opposition, ne servent strictement à rien. Politiquement, ça ne sert à rien d'avoir un Parlement européen et des eurodéputés, soi-disant là pour nous représenter. J'en suis l'exemple vivant. Je n'ai servi strictement politiquement à rien à mon pays. C'est bien pour ça que j'ai interrompu, je suis revenu à mon métier d'origine. Pourquoi ? Parce que, en fait, tous les pouvoirs appartiennent à la Commission européenne. Ça, il faut que les Français le sachent. Il y a un article 251 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Le TFUE notamment, le grand TFUE. Le TFUE, absolument, le TFUE. Article 251, qui, depuis le traité de Maastricht en 92, est confirmé par le traité de Lisbonne en 2008, à cause, entre parenthèses, de M. Sarkozy, eh bien, cette forfaiture politique qui a été faite, eh bien, la Commission européenne s'est accordé tous les pouvoirs. Donc, si vous voulez, c'est verrouillé, quels que soient les résultats au Parlement européen le 9 juin, c'est la Commission européenne qui aura toujours la main et qui, en plus de ça, prépare
on en avait parlé sur votre chaîne en novembre dernier, un coup d'État de l'Union européenne fédérale contre les États membres. Donc, si vous voulez, tout est verrouillé et ça ne sert strictement à rien. On pourrait fermer le Parlement européen, qui est simplement une chambre de consultation. Il ne se passerait rien. Hein. En fait, la Commission européenne a acquis ce qui est effarant, hein, c'est exorbitant comme pouvoir. Donc, le monopole législatif, donc d'initiatives législatives, plus les missions d'exécution de l'Union européenne sur les États membres. Donc, c'est un peu comme si vous aviez le gouvernement et l'Assemblée nationale réunis en un, qui font juge et partie à la fois. Les propositions et finalement les exécutions, les applications. Exactement, juge et partie en même temps. Et les prérogatives, Bernard, et merci d'être là ce matin, Bernard Monod, avec nous. Vous êtes très nombreux sur la live. N'hésitez pas à partager, liker. Vous le savez, beaucoup de pouces, hein, parce que c'est très important, mais vous êtes très, très nombreux. Finalement, c'est quoi les prérogatives du Parlement européen? Est-ce qu'on peut parler de Parlement? Est-ce qu'on peut parler de député? Au sens où on l'entend dans notre République française à nous, bien entendu, parce qu'il ne faut pas se tromper sur les mots tout de même. Hein. C'est un miroir aux alouettes. Pourquoi? Parce que en fait, on donne l'illusion aux citoyens européens d'aller voter, qu'il y a un enjeu extraordinaire, etc. Or, il n'y a aucun enjeu, il ne se passe rien. Il y a quatre options lors des élections du 9 juin. Ouais. Soit voter, comme ça a été le cas depuis plus de 30 ans, depuis 92, pour les eurofédéralistes, hein, tous les partis qui sont passés au pouvoir en France et qui étaient eurofédéralistes, soit le Bruxit, c'est ce que je défends moi dans l'absolu, mais après l'effondrement de l'Union européenne, qui va arriver immanquablement après la banqueroute, et ça, c'est ma philosophie. 3, le Frexit, ou les Frexit cachés. Hein. Et puis 4, c'est l'abstention. Moi, j'opte de manière opérationnelle pour l'abstention. Moi, j'invite les Français à ne pas aller voter le 9 juin, parce que ça ne sert strictement à rien. Et ce serait même un signal envoyé aux institutions européennes et même aux dirigeants français, en fait, de faire un référendum contre la guerre et contre l'Union européenne fédérale. Voilà. Et ça, on pourrait, si la France, par exemple, s'il y avait 2 Français sur 3 qui n'allaient pas voter, ça ferait un poids très important d'abstention dans les 65-66%. Et si vous voulez, ce serait un espèce de début de blocage des fonctionnements de l'Union européenne. Là, il y aurait matière à faire pour pouvoir ensuite reprendre la main, mais ça se passera. L'enjeu, en fait, il est au présidentiel, et c'est là que tout va se jouer. C'est la mère des batailles, comme on dit toujours. Et c'est là qu'un président de la République patriote pourrait éventuellement ensuite aller renégocier, c'est ce que je propose, moi, politiquement, un Bruxit, c'est-à-dire sortir l'Union européenne de l'Europe. Car l'Union européenne, ce n'est pas l'Europe. Je le répète à qui veut l'entendre, l'Union européenne, ce n'est pas l'Europe. L'Union européenne, c'est une construction administrative, artificielle, qui a été créée de toutes pièces depuis très longtemps, notamment instigée par les États-Unis pour arriver à des États-Unis d'Europe, et qui seraient pilotés plus ou moins par les États-Unis. Et donc, ce n'est pas possible. On ne peut pas devenir un État fédéral, et c'est pour ça que le grand signal que doivent envoyer les Français le 9 juin, c'est de ne pas aller voter et de marquer leur désaccord et leur désaveu de l'Union européenne. Mais Bernard Monod, je l'entends finalement, mais que répondez-vous donc aux partis? On les entend, notamment ceux qui sont plus à droite, même à gauche d'ailleurs, certains. On va changer l'Union européenne de l'intérieur. On veut une Europe plus sociale, une Union européenne plus sociale. On veut une Union européenne plus juste, avec une harmonisation fiscale. On passe d'ailleurs aux agriculteurs, avec une protection des traités de libre-échange. Est-ce qu'on peut vraiment changer l'Union européenne de l'intérieur, puisque vous avez été, je le rappelle, eurodéputé de 2014 à 2019, Bernard Monod? En tout cas, pas de l'intérieur du Parlement européen, comme je vous l'ai expliqué, qui a 0 pouvoir. Voilà, c'est une mascarade. Alors que les députés et les partis, enfin les candidats à la députation européenne veuillent y aller pour des raisons personnelles, d'avoir un mandat, d'exister, d'avoir des prébendes, avec des indemnités parlementaires, etc.
Ça, je peux le comprendre, hein. C'est très humain. Mais le problème, c'est que politiquement, ça ne sert strictement à rien. Donc, c'est pas la peine d'y aller. Au contraire, il faut prendre le revers et puis faire une abstention qui soit politiquement significative. Voilà, envoyer un grand signal de désaveu de l'Union européenne et marqué par la France. Voilà, et on préparerait ainsi les présidentielles 2027 qui vont être un enjeu majeur plus que jamais, car il est possible qu'une fois que l'État fédéral de l'Union européenne sera en place, et très probablement d'ici fin 2024, car tout est prêt, on en avait parlé sur votre chaîne en novembre dernier, ce coup d'État fait par les eurofédéralistes, eh bien, il est probable que ce soit la dernière élection présidentielle 2027. Et ça, c'est très inquiétant pour l'avenir de la nation française et des Français. Oui, parce que là, il y a quand même des choses qui se passent, on le voit bien. Emmanuel Macron, bon, il nous parle il nous saoule avec, au sens trivial, pardonnez-moi, avec la souveraineté européenne depuis rappelez-vous, son discours de la Sorbonne, que j'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Je l'ai relu, son discours de la Sorbonne, et entre ce qu'il prévoyait et ce qu'il a fait, il n'y avait pas grand-chose de fait, mais déjà, le cadre était posé. Est-ce que vous, finalement, on marche à grands pas vers une forme de fédéralisme européen, même plus que ça? Je crois que là, on est au-delà. Je crois que c'est même plus un fédéralisme. C'est-à-dire que la France serait une eurozone de Bruxelles. C'est même plus un fédéralisme, ce serait une eurozone. C'est ce que Absolument. je vois, moi. Hein. Voilà. Si je parlais l'allemand, je dirais un Landers Oui, un Landers. des États-Unis d'Europe. C'est le grand rêve depuis les années 50 des Américains. Ils y sont parvenus, ils ont mis en place leurs agents depuis très longtemps. Madame Ursula von der Leyen en est une. Hein. Elle roule pour les États-Unis. On voit bien tous les accords qu'elle prend dans notre dos, dans le dos des citoyens européens. La véritable présidente de l'Europe aujourd'hui, c'est Madame Ursula von der Leyen. Les Français doivent le savoir. Monsieur Macron n'est qu'un fonctionnaire de la Commission européenne de Bruxelles qui nous envoie tous les ans notre feuille de route pour mettre en place la réforme des retraites, etc., etc. Donc, si vous voulez, non. Comment dire, d'abord, ce n'est pas une élection française, c'est une élection supranationale. Donc, les Français n'ont pas à aller voter pour une élection supranationale. On est des Français, on vote à toutes les élections françaises. Moi, je suis très attaché, bien entendu, au vote et à aller voter. Mais en l'occurrence, ce n'est pas une élection française, c'est une institution supranationale qui ne mérite pas qu'on se déplace pour elle. Et encore une fois, on peut très bien en faire un référendum anti-guerre, et parce que c'est l'objectif là à l'heure actuelle, hein, l'enjeu, c'est la paix. Hein, c'est la paix en Europe. Hein, et c'est pas ce que nous a dit Monsieur Macron, qui s'invente des guerres qui n'existent pas. On imagine que les chars russes roulent sur Paris. Enfin bon, on est en plein délire quand même. Hein. Ils ont besoin de cette économie de guerre, et la campagne des Européennes en fait partie. Ça fait partie du décorum, des coulisses qui ont été créées depuis 1992, avec Maastricht, puis Lisbonne en 2008. Dernière question, et merci pour une réponse très rapide. Merci Bernard Monod, puisqu'on a pris du retard à 1 minute 30. Finalement, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, même s'il y avait une abstention massive, que vous appelez de vos voeux, est-ce que vous pensez, sincèrement, que Ursula von der Leyen et les commissaires européens et Emmanuel Macron, concrètement, en prendraient ombrage et changeraient de braquet ou pas, s'il y avait une abstention massive, notamment en France? Je pense que ça enverrait un signal très important, et ça déstabiliserait au niveau des résultats aux européennes, qui aura, en fait, c'est un désaveu total, et il pourrait y avoir un sursaut politique à partir de là pour préparer justement les présidentielles de 2027, où j'espère il sortira un Bonaparte. Vous savez, on est dans une situation comparable après la Révolution. Pour moi, c'est la même chose. Nous avons eu la crise des assignats entre 1792 1795. C'est ce que nous allons connaître dès 2024. Hein, c'est ce que moi j'appelle la banqueroute depuis très longtemps. Et nous sommes en chemin vers la banqueroute, c'est-à-dire l'effondrement du système monétaire international de l'Occident. Et derrière, si vous voulez, on peut avoir une remontée si on avait un candidat sérieux, un homme d'État expérimenté et comment dire, et je dirais confirmés qui apparaissent d'ici 2027. C'est possible. Bon.
Mais en tout cas, on verra bien ce qui va se passer. Merci Bernard Monod de nous avoir éclairé ce matin et cet appel à ne pas aller voter, hein, voilà, qui est le vôtre. En tout cas, c'est toujours intéressant de débattre là-dessus. Vous êtes économiste politique, essayiste, ancien eurodéputé de 2014 à 2019 et vice-président du Cercle national des économistes. Merci beaucoup Bernard Monod. On vous souhaite une excellente journée et à très bientôt, bien sûr, sur Toxin. Merci Au beaucoup. revoir.